Séance de rattrapage, un podcast proposé par le Pays Charolais-Brionnais. Bonjour, je suis Marie, bienvenue dans ce podcast dans lequel Thomas vous parle des missions du Pays d'Art et d'Histoire. Labellisé depuis 2007, le Charolais-Brionnais sensibilise les habitants, les visiteurs et le jeune public au patrimoine et à la qualité de l'architecture et du cadre de vie. Dans ce podcast, nous revenons ensemble sur une visite, une conférence ou encore une animation pour découvrir l'histoire et le patrimoine du Charolais-Brionnais. Bonne écoute! Depuis 3 ans, le Pays Charolais-Brionnais organise des apéro-conférences. Aujourd'hui, notre séance de rattrapage porte sur l'apéro-conférence intitulée « Rambuteau, le château du préfet de la Seine ». Cette apéro-conférence a eu lieu le 26 février 2026 à la Maison Verneuil à Paray-le-Monial. Pour en parler, nous recevons Dominique Fayard qui a animé cette conférence. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour Marie, bonjour Dominique. Dominique, est-ce que tu peux nous présenter ce château ? Oui, le château de Rambuteau se situe dans la commune d'Auzol, dans un environnement très boisé, ce qui le rend discret dans le paysage. Il est situé dans les monts du Charolais, aux confins du Pays Charolais-Brionnais. Alors, il prend place dans un vaste parc arboré, dans le goût anglais, nous y reviendrons, ce qui en fait un lieu propice à la promenade et à la réflexion. Et il a été construit au XIXe siècle, dans le style néoclassique, très en vogue à l'époque. Et son commanditaire fut le comte Claude Philibert Barthelot de Rambuteau. Mais alors Dominique, qui était Claude Philibert Barthelot de Rambuteau, l'homme à l'origine du réaménagement de ce château, comme tu en parlais dans le premier quart du XIXe siècle ? Alors, Claude Philibert Barthelot de Rambuteau est né le 9 novembre 1781 à Mâcon, dans une famille de gentilshommes. Comme il l'écrit dans ses mémoires, qui ont été publiés en 1905, reprenant une citation de son père, il écrit, je cite, « Nous ne sommes pas de grands seigneurs, mais de bons et anciens gentilshommes. Rien de moins, rien de plus. » Est-ce que tu peux peut-être préciser le terme gentilhomme pour les gens qui ne seraient pas familiers ? Oui, c'est quelqu'un de naissance noble, quelqu'un qui vit de ses rentes. Vivre en gentilhomme est une expression qui s'est développée à partir de là. Les ancêtres de Claude Philibert Barthelot de Rambuteau sont connus depuis le XVe siècle comme bourgeois de Bois-Sainte-Marie. Les Barthelot exercent au XVe et XVIe siècle des charges de justice au sein de la châtellenie de Bois-Sainte-Marie comme notaire royal, procureur du roi ou juge châtelain. Ils obtiennent ensuite des charges au bailliage de Mâcon comme contrôleur des aides, conseiller, puis l'anoblissement au milieu du XVIIe siècle avec Henri II du nom. Alors à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, les membres de la famille se tournent vers la carrière des armes. Et le grand-père et le père du futur préfet s'y sont tous les deux distingués en tant qu'officiers de cavalerie et chevaliers de l'ordre de Saint-Louis. Et Claude Philibert Barthelot de Rambuteau est connu, en fait, parce qu'il a exercé pendant 15 ans la fonction de préfet de la Seine ou préfet de Paris de 1833 à 1848. Nous y reviendrons un petit peu plus loin dans ce podcast. D'accord. Et de quand date la construction de ce château ? Alors, le château actuel a été construit entre 1824 et 1826. Dans ses mémoires, le comte de Rambuteau écrit à ce sujet, je cite, « Je fis bâtir Rambuteau avec tous les matériaux des constructions de mon père. La première pierre fut posée le 4 mai 1824. 2 ans après, j'habitais ma nouvelle demeure. » Donc, on le voit, une construction rapide. Et dans le premier quart du XIXe siècle, le futur préfet de la Seine réaménage entièrement le site pour lequel sa mère, qui avait passé les premières années de son mariage, éprouvait, je cite, une vive répulsion. Donc il va changer l'environnement en faisant un lieu agréable à vivre. Donc Dominique, tu nous disais que la mère du comte de Rambuteau avait une répulsion pour le domaine. Alors comment il l'a fait évoluer au cours des siècles pour le rendre agréable à vivre ? Alors d'abord sur le site, il faut savoir qu'il existait un château de type maison forte qui avait été construit vraisemblablement à la fin du XVIe siècle. Alors l'aspect de ce premier château est peu connu, si ce n'est une description qui en est donnée dans un dénombrement de seigneuries,
du 7 mars et du 29 juillet 1603 par Henri Barthelot, qui était juge royal en la châtellenie du Bois-Sainte-Marie. Et il dit, je cite, « Le dit fief consiste en une maison fermée de murailles, fossoyée en quelques endroits, autour de laquelle il y a 5 petites tours avec pont-levis, terre, prés, le tout en un clos et en un pays de montagne. » Donc il ne subsiste aujourd'hui que la base d'une des 5 tours de cet ancien château dans un bosquet, ainsi que la chapelle qui avait été fondée en 1665 par Henri Barthelot, deuxième du nom. On en retrouve mention d'ailleurs dans son testament, puisqu'il a fait écrire, je cite, « une chapelle que le dit sieur testateur veut être bâtie à ses dépens, à la discrétion de ses héritiers, sous l'invocation de saint Henri, à la porte de la maison de Rambuteau, au lieu le plus commode. » Donc cette chapelle existe encore de nos jours. Alors quelques éléments de description de l'ancien logis sont connus, notamment grâce à un inventaire de 1758 qui a été dressé à la mort du grand-père du préfet et un autre inventaire de 1804. Donc ces 2 documents mentionnent un logis qui, à l'époque, s'élevait sur 2 niveaux, plus les combles qui abritaient le grenier. L'inventaire de 1804 est un peu plus précis et il permet de comprendre que le logis se composait de plusieurs corps de bâtiments. Un corps de logis principal qui abritait notamment la cuisine, l'office, une salle à manger au rez-de-chaussée, ainsi qu'un salon et des chambres à l'étage. Également un pavillon appelé pavillon nord qui abritait 3 chambres sur 2 niveaux. Et un second pavillon, dit du parterre, qui abritait un salon et 2 chambres au rez-de-chaussée et 3 chambres à l'étage. Et les dépendances dans lesquelles se trouvait le logement du régisseur, les remises, les écuries, etc., datent du XVIIIe siècle et ont été conservées dans le cadre des réaménagements effectués par le préfet Rambuteau. L'ancien logis, lui, a été démoli et les matériaux partiellement réemployés dans la nouvelle construction qui a été érigée par le préfet Rambuteau. Donc, tu viens de nous expliquer les évolutions intervenues sur le château au fil des siècles. Aujourd'hui, comment est organisée la bâtisse ? Alors, le château de Rambuteau se compose aujourd'hui d'un logis quadrangulaire qui s'élève sur 3 niveaux, c'est-à-dire un sous-sol semi-enterré, un rez-de-chaussée surélevé et un étage, le tout sous comble. 2 pavillons d'angle complètent la composition de la façade principale et la façade arrière, quant à elle, est flanquée aux angles de 2 tours rondes coiffées de dômes qu'on dit à égouts retroussés et de lanternons. On observe en fait que le château, dans sa configuration, ressemble beaucoup à celui au château de Digoin, en fait, et on peut se poser la question d'une influence de l'architecte Wernicke, en fait, qui est l'architecte de Digoin, sur le château de Rambuteau, sans qu'on sache à ce stade des recherches qui était l'architecte. Les façades présentent une ordonnance symétrique, caractéristique du style néoclassique très en vogue à l'époque. Le décor est d'une très grande sobriété. Il se limite aux chaînes d'angle, à la corniche, aux frontons triangulaires qui couronnent les avant-corps. Ces avant-corps sont ornés de blasons de la famille. Le décor se limite aussi aux encadrements des baies, dont les arcs fragmentaires sont ornés d'agrafes en forme de volutes. La maçonnerie, quant à elle, est en moellon enduit à la chaux et la couverture en ardoise, donc un château typique de l'architecture classique. Merci Dominique, je pense que pour les personnes qui ne connaîtraient pas le château, ils peuvent un peu mieux se représenter son importance, mais je crois que l'importance n'a pas été mise uniquement sur le bâtiment, mais qu'il y a tout un travail sur l'extérieur, le parc et les terres qui l'entourent. Effectivement, le parc du château de Rambuteau est un parc à l'anglaise. Donc c'est dans ce cadre que s'implante le château. Alors un parc à l'anglaise cherche à imiter la nature. C'est l'idée de retourner à une nature sauvage, poétique. Ce sont des formes irrégulières. Un parc à l'anglaise se compose de bosquets, de pelouses, de ruisseaux, d'étangs, de fabriques ou parfois de grottes. Il s'organise selon des chemins sinueux qui ouvrent sur des points de
vue pittoresque où un peintre aimerait poser son chevalet. Alors ils sont bien différents des parcs à la française, système géométrique généralement conçu par un architecte où la nature est maîtrisée, où la régularité, la symétrie, l'ordonnancement dominent. Et un parc à la française, je vous invite à aller voir celui du château de Dreux, tout proche du château de Rambuteau, comme ça vous verrez bien la différence entre les deux styles. Donc à Rambuteau, le style à l'anglaise, il apparaît dans le profil sinueux de certaines allées, dans l'aspect arboré du parc qui est ponctué de bosquets et de grands arbres, également dans le rapport avec l'environnement agricole et forestier, qui est une continuité, une prolongation finalement du parc, et également dans la préservation d'une petite ruine qui provient de l'ancien château, et qui rappelle cette petite ruine finalement le principe des fabriques caractéristiques des jardins anglais, fabriques, ces petites constructions au caractère pittoresque qui ponctuent la promenade et la découverte du jardin. Alors, le parc du château de Rambuteau a été aménagé par l'architecte paysagiste lyonnais Jean-Marie Morel, qui est l'un des principaux promoteurs du jardin à l'anglaise en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il a plus de 40 parcs à son actif à travers la France. Alors, le comte de Rambuteau a d'abord fait travailler Jean-Marie Morel au château de Champgrenon, à Charnay-les-Mâcons, qui est l'autre propriété en Saône-et-Loire de la famille de Rambuteau. Et ensuite, il a donné des indications pour l'aménagement du parc du château de Rambuteau. Dans ses mémoires, on a une citation à son sujet qui dit « Adélaïde, donc qui était l'épouse du préfet, comprit l'avenir de cette terre. Elle s'y plut et M. Morel, qu'elle y amena, lui indiqua d'excellentes améliorations. Voici 36 ans que nous travaillons à suivre ses avis et je crois de plus en plus à sa probité. » Donc en fait, l'influence de Jean-Marie Morel sur le comte de Rambuteau, elle semble avoir été déterminante. Par une autre citation, il dit « Sa conversation vive et pittoresque, sa manière de sentir la nature, d'en aménager les beautés, d'en rehausser les charmes, tout en lui me conquit, je devins son élève. » Donc on voit l'influence. Et au-delà finalement de l'aménagement des parcs des deux propriétés du comte de Rambuteau, l'influence de Jean-Marie Morel, elle s'est étendue probablement aussi dans l'intérêt du comte pour les arbres, qui sont, on le verra, des éléments importants des aménagements qu'il a fait réaliser dans la capitale, et aussi la sylviculture qu'il a développée sur les terres de Rambuteau, puis d'une manière générale, je dirais, pour la nature, son goût pour la nature. Donc il y a un vrai travail autour de la mise en valeur du parc et de lieux de plaisance, j'ai envie de dire, mais il me semble qu'il y a aussi tout un travail autour des terres agricoles à Rambuteau. Tout à fait, puisqu'au-delà du parc, Rambuteau s'étend sur quelques 800 hectares de terre, rassemblés en une trentaine de domaines agricoles dans les communes d'Auzol, Gibles, Montmelard, Bois-Sainte-Marie et Colombier-en-Brionnais. Et l'organisation et la valorisation de ces terres a commencé au XVIIIe siècle avec le père du préfet, qui, selon l'abbé Courtépée, je cite, a construit 32 domaines dans l'étendue de sa terre. Par ses soins, ce pays, maigre, sauvage, inculte, est défriché, vivifié et embelli. On croirait de loin que ce sont autant de maisons bourgeoises. Donc on voit cet enthousiasme de Courtépée pour les domaines de la famille Rambuteau. Alors le préfet va poursuivre le travail commencé par son père, notamment pendant la Restauration, entre 1814 et 1830, pendant une période durant laquelle il n'a pas retrouvé de fonction préfectorale et a donc pu bénéficier, je le cite, de 12 ans de loisirs. Il l'écrit dans ses mémoires, donc 12 ans de loisirs dans ses propriétés de Saône-et-Loire. Et puis, il a travaillé donc sur ces domaines agricoles dans les 20 dernières années de sa vie, après avoir quitté la fonction de préfet de la Seine. Alors, les terres de Rambuteau se trouvent principalement sur un sous-sol granitique, peu fertile, où la roche affleure en de nombreux endroits. Alors le préfet s'est attaché à développer l'élevage bovin, mais aussi et surtout l'élevage porcin, à améliorer les cultures, le pâturage grâce à l'irrigation, et il a aussi développé la sylviculture avec la plantation de pins et mélèzes. Et là, il avait une idée derrière la tête, puisque dans ses mémoires, il écrit
l'utilité que pourrait en retirer notre vignoble dans un moment où la cherté du mérin de chêne élève les vases vinaires à un prix excessif. Donc en fait, il projette d'utiliser ces bois de pin et de mélèze pour la fabrication des cuves, des foudres, des tonneaux, des échalas, c'est-à-dire les pieux en bois destinés à soutenir les ceps de vigne, tout ça dans ces domaines de Charnay, les Mâcons et dans les environs. Donc c'est complémentarité, on va dire, entre les deux sites. Le préfet de Rambuteau a connu une belle carrière dans l'administration à Paris. Il a su imposer sa marque par rapport à ce que tu viens de dire, sa sensibilité à l'environnement, se traduit aussi par la devise de l'eau, de l'air, de l'ombre. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Donc après avoir occupé en fait plusieurs charges de préfet, avoir également été conseiller général de Saône-et-Loire et député de Saône-et-Loire pour la circonscription de Mâcon, eh bien Claude Philibert Barthelot de Rambuteau est nommé préfet de la Seine ou préfet de Paris en 1833. Alors, il va occuper cette charge de 1833 à 1848, soit pendant la quasi-totalité du règne de Louis-Philippe. Alors, durant ces 15 années, il va s'employer effectivement à améliorer la capitale en suivant cette fameuse et devenue célèbre devise de l'eau, de l'air, de l'ombre. On peut dire qu'il était précurseur et visionnaire. Certains le qualifieraient sans doute aujourd'hui d'écologiste avant l'heure. Et il a mené de nombreux chantiers dans la capitale. Alors, il a notamment entrepris le percement de la rue Rambuteau à partir de 1838. Donc en plein cœur du Paris médiéval, pour en faire la première grande rue moderne, ce qui a permis de faciliter l'accès au quartier des Halles, qui était le centre économique de la ville. Et donc cette rue porte aujourd'hui son nom, la rue Rambuteau. Il a également fait réaliser des travaux d'aménagement des quais de Seine, des boulevards, des voies de circulation à l'emplacement des anciennes fortifications de la ville, et également réaménagé certaines places. Il a également travaillé à l'amélioration du réseau d'assainissement en faisant réaliser des travaux dans le réseau d'égouts. Donc là, je vous renvoie aux écrits de Victor Hugo si vous voulez vous replonger dans les égouts avant les interventions suscité par le comte de Rambuteau. Il a également contribué à l'amélioration de l'hygiène en faisant installer les fameuses Vespasiennes, donc des toilettes publiques, donc des petits édicules construits sur la voie publique en vue de satisfaire les besoins naturels des passants qui étaient souvent oublieux d'hygiène publique à l'époque, et donc qui ont été introduit par le comte Philibert de Rambuteau à Paris à partir de 1834. Il en a fait installer, il faut le savoir, 478, donc presque 500, sur les trottoirs de la ville. Et en fait, évidemment, comme toujours dans ce genre de circonstances, l'opposition l'a un peu moqué et les membres de l'opposition ont vite qualifié ces édicules de colonnes Rambuteau. Alors pour contre-attaquer, si je puis dire, le préfet a lancé l'expression colonne vespasienne, quand même nettement plus classe, en référence à l'empereur Vespasien, à qui on a attribué l'établissement d'urinoirs publics payants à Rome. Alors les sobriquets se multipliaient à l'époque, et Marcel Proust, dans Le Temps retrouvé, écrit, je cite, « Les édicules Rambuteau s'appelaient des pistières. Sans doute, dans son enfance, n'avait-il pas entendu le O, et cela lui était resté. Il prononçait donc ce mot incorrectement, mais perpétuellement. » Voilà, donc tout ça a fait couler beaucoup d'encre, si je puis dire. Il a également amélioré l'accès à l'eau par la construction de fontaines. Il a fait aussi agrandir l'hôtel de ville de Paris à partir de 1837. Et donc, son projet d'embellissement de la capitale est passé aussi par la plantation d'arbres le long des quais, sur les places, l'aménagement de squares, donc d'espaces de fraîcheur, on dirait, de verdure. Il a aussi contribué à améliorer l'accès à l'éducation en créant 150 écoles primaires supplémentaires, l'accès aux soins, en augmentant la capacité des hôpitaux. Il a aussi contribué à renforcer la sécurité dans la capitale par la généralisation de l'éclairage public au gaz. Il faut savoir que la ville de Paris comptait 69 réverbères à gaz en 1833 et elle en comptait 8600 au départ du comte de Rambuteau. Donc on le voit, Claude Philibert de Rambuteau, c'est celui qui a posé les bases de la modernisation de Paris sur lesquelles va pouvoir composer ensuite le baron Haussmann sous Napoléon III.
Alors en 1848, la Révolution entraîne l'abdication de Louis-Philippe, l'instauration de la Deuxième République et par là même la destitution du comte de Rambuteau de sa charge de préfet. Alors plusieurs témoignages affirment que les émeutiers qui pénètrent alors dans l'hôtel de ville s'emparent du portrait du comte et plutôt que de le détruire, couchent le cadre sur son lit en disant, je cite, « Dors, papa Rambuteau, tu as bien mérité de faire dodo ». C'est vrai qu'après tout ce travail, on partage leur point de vue. Effectivement, quel travail réalisé en 15 ans en tant que préfet de la Seine. Est-ce que ça lui a laissé du temps pour d'autres réalisations en Charolais-Brionnais en dehors du château de Rambuteau dont on a parlé précédemment ? Alors à lui, pas tellement. Par contre, plusieurs membres de sa famille ont œuvré à l'aménagement de différents sites en Brionnais. Parmi ces réalisations, on peut citer l'asile de Rambuteau à Bois-Sainte-Marie, qui a été fondé en 1844 par la comtesse de Roca, Marie-Louise Antoinette de Rambuteau, donc la fille du préfet, qui était veuve de Louis-Alphonse comte de Roca, veuve en 1842, et donc qui fonde cet asile en 1844. Il a été implanté au cœur du village de Bois-Sainte-Marie. Il a été transformé, modifié, agrandi, bien sûr, au fil du temps. Et à l'origine, cet établissement charitable était destiné à entretenir gratuitement 60 vieillards, 30 hommes et 30 femmes, invalides et incurables, et une centaine d'orphelins de père et de mère venant de tout le département, âgés de 6 à 12 ans. Alors ces enfants fréquentaient l'école de l'orphelinat avant d'être rendus à leur famille ou placés à l'âge de 13 ans. La comtesse de Roca a financé cette réalisation en vendant le mobilier de son hôtel parisien et une partie de son argenterie, et aussi grâce à une aide du ministère de l'Instruction publique. Alors elle a légué cet établissement en 1873 au département de Saône-et-Loire. Il a été tenu par des religieuses jusqu'en 1975, date à laquelle l'orphelinat a fermé. Et les bâtiments accueillent depuis l'EHPAD de Rambuteau. Nous pouvons aussi évoquer la chapelle de Dun, cette ancienne église paroissiale située au sommet de la montagne de Dun, a été progressivement abandonnée à partir du début du XVIIIe siècle. Alors elle a été acquise avec les parcelles limitrophes par le petit-fils, cette fois-ci, du préfet, Philibert Lombard de Buffière de Rambuteau, qu'il a acheté en août 1896. Et donc entre 1897 et 1900, donc le comte de Rambuteau a réalisé le sauvetage et la reconstruction de l'édifice qui était tombé en ruine. Seule subsistait la croisée du transept avec l'abside principale et le bras sud du transept avec son absidiole. Donc les travaux ont été commandités par le comte de Rambuteau et ils ont été conduits par l'architecte Paul Selmersheim, membre de la Commission nationale des monuments historiques, puis ensuite inspecteur général des monuments historiques qui a travaillé sur un certain nombre d'églises, de restauration d'églises romanes en Brionnais. Je pense notamment à Saint-Laurent en Brionnais. Et pour terminer, on peut évoquer l'aménagement de la place Rambuteau à Laclette, qui a été réalisé également par Philibert Lombard de Buffière de Rambuteau, donc le petit-fils du préfet, qui a financé l'aménagement de cette place à Laclette, où se trouve actuellement le monument aux morts qui porte son nom. Où est-ce que tu as trouvé toutes ces informations ? Comment tu as fait pour rédiger ta conférence ? Alors, les recherches initiales ont été réalisées par Aurélien Michel, donc notre ancien collègue, qui de 2009 à 2025 a occupé le poste d'animateur du Pays d'art et d'histoire du Pays Charolais-Brionnais. Ensuite, je les ai poursuivis, notamment pour préparer les conférences. Et donc, nous avons utilisé les sources suivantes, les mémoires du comte de Rambuteau, que j'ai citées à plusieurs reprises dans ce podcast, qui ont été publiées donc par son petit-fils chez l'imprimeur Frère à Mâcon en 1905, et qui fournit d'informations sur la carrière du préfet, donc notamment sur l'aménagement de la capitale, etc., mais qui fournissent très peu finalement d'éléments sur Rambuteau, le château et son environnement. Nous avons également mobilisé des documents dans les archives départementales de Saône-et-Loire. Nous avons eu recours aussi aux mémoires de Cédric Guyon sur l'histoire de Bois-Sainte-Marie et des familles qui sont rattachées donc à cette ancienne ville médiévale, et enfin les archives du château de Rambuteau qui ont été numérisées il y a quelques années par Claude Francart, dans lesquelles nous n'avons fait malheureusement à ce stade que des sondages, faute de temps, il faudra en avoir un peu plus pour aller plus loin et creuser cette masse documentaire. Alors, donc tu viens de nous expliquer comment tu as fait pour préparer ta conférence. Est-ce que tu prépares d'autres choses, d'autres écrits à ce sujet ?
Oui, j'ai envie d'écrire un article pour la mémoire brionnaise à partir de cette matière, puisque le sujet est apprécié et demandé. Très bien. On précise à nos auditeurs que le château de Rambuteau est ouvert à la visite, mais de manière exceptionnelle. Au jour de l'enregistrement de notre podcast, on n'a pas de date à vous communiquer pour l'instant. Merci beaucoup, Dominique, pour ces informations. Merci. Le prochain apéro-conférence aura lieu le 25 juin 2026 à 18h30 à la Maison Verneuil à Paray-le-Monial. Il s'intitule « Notable et culte impérial en Charolais-Brionnais ». Vous pouvez retrouver l'intégralité de la programmation du Pays d'Art et d'Histoire dans la brochure des rendez-vous 2026. Cette brochure donc, est disponible dans les offices de tourisme du Charolais-Brionnais et sur nos sites internet. Au revoir. Au revoir. Au revoir.